Le testament du tsar, 31 décembre 1920, le serment de Varengeville-sur-Mer. Arrivé au seuil de l'immeuble de Blériot, ses pensées se mirent à l'écorcher vif. Las, il ne voulait plus affronter le regard des autres, ni entendre des chuchotements derrière son dos sur ces pauvres Russes. Il obliqua directement sur le pont de la Concorde, tournant le dos à l'immeuble de Blériot. Il s'arrêta au milieu de la Seine pour contempler une fois encore en aval le pont Alexandre III. Au plus profond de son être, une voix lui interdisait de devenir un bourgeois. Le regard du tsar, celui de l'amiral Koltchak et des cavaliers du Caucase se reflétait dans la Seine. L'odeur du crottin des chevaux, des fiacres souillant le pont, pas encore ramassés en cette heure nocturne, le rappelait au souvenir de ses charges victorieuses en Arménie. Les victoires et les défaites sont éphémères, se dit-il. La révolution s'épuisera. C'est une question de patience. Le souvenir du regard clair et malicieux du marquis l'emplit de courage et celui de la princesse Tine aussi. En traversant la place de la Concorde, il pensa à elle. Elle lui avait écrit des lettres qu'il jugeait trop sages. Il gardait en mémoire pratiquement chaque instant de leur périple dans l'Himalaya. Son attachement à la princesse n'était sans doute pas neutre dans sa volonté de poursuivre le combat. Elle confortait chez lui le culte des ancêtres et du courage, l'amour de la nature et des génies qui y résidaient, le scepticisme devant le progrès et un certain mépris pour l'Occident. Ni la formation cartésienne scrupuleuse du marquis, ni celle du corps des pages du tsar n'avaient pu effacer complètement en lui la trace du souffle puissant des contes et légendes de la Sibérie de son enfance. Tu es et resteras toujours le tigre de Sibérie, lui avait-elle murmuré en plongeant son regard d'encre dans ses yeux, tout en serrant à son cou le collier que les Samoans de son enfance lui avaient offert.